Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À accent grave. Léa Estelle Lucie, mon épouse. Et à nos enfants. Florian Ursule. Muriel Archange. Yolande Carmel. Davina Pascal. Remerciements. Je voudrais remercier très sincèrement un certain nombre de personnes, sans qui ce livre n'aurait pu exister. Il s'agit tout d'abord de mes jeunes collègues et anciens étudiants, qui ont fait de précieuses suggestions dont la prise en compte a contribué à l'amélioration de la version initiale. Dr Mohofopa Eric Aristide, chargé de cours à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Chang, a non seulement encadré l'équipe chargée de faire relire le draft initial, mais m'a aussi inspiré l'intégration des développements tirés des autres actes uniformes de l'OHADA, en dehors de celui relatif au droit des procédures collectives d'apurement du passif. Les docteurs TCHOUMBIA Tom Jean-Louis Bedel, KAGOU Kena Patrice et TSAGMO TAMEKO Emmanuel ont accompagné le docteur Mohofopa dans la relecture d'ensemble de la version initiale et fait des observations qui m'ont obligé à reprendre certains titres pour être plus explicite et présenter une vue plus complète du sujet. Il s'agit ensuite de M. KAMLA Foka Fabius Corneille, doctorant à la Faculté des sciences juridiques et politiques et secrétaire particulier du ministre, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, qui a assuré le suivi intensif et très assidu des travaux de l'équipe de relecture et d'édition du livre. Je voudrais enfin remercier mon épouse Léa Estelle Lucie Nguihe Kant, qui avec beaucoup de tact, a œuvré inlassablement à la concrétisation de l'idée d'ouvrage. L'ouvrage a été publié grâce à la prime trimestrielle octroyée par le Président de la République, S.E. Paul Biya, à tous les enseignants permanents des universités d'État du Cameroun depuis 2009, dont l'auteur. Principales abréviations. Préface. La vie d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille. Elle s'apparente même, quelquefois, à un véritable parcours d'obstacles que les seules compétences managériales des dirigeants ne permettront pas toujours de surmonter. Pourrait-on imaginer dans le monde le nombre d'entreprises grandes, petites ou moyennes qui disparaissent chaque jour, dans un environnement marqué par des crises économiques à répétition ? Depuis le Moyen Âge, en passant par l'Ancien Droit, la codification napoléonienne et les réformes successives qui l'ont suivi, les difficultés des entreprises ont constitué une préoccupation majeure, aussi bien pour les commerçants principaux concernés, que pour les pouvoirs publics. Si les solutions légales ont évolué à travers l'histoire, la problématique est demeurée la même. Face aux difficultés de l'entreprise, faut-il privilégier le paiement des créanciers ou le sauvetage de l'outil de production ? Pendant longtemps, le droit s'est montré sévère à l'égard du failli qui a parfois payé de sa vie pour avoir trompé ses créanciers. Le failli a également connu des sanctions aussi infamantes que la mise au pilori, l'exclusion du monde des marchands, symbolisée par la rupture de son banc, la bancarrota, ainsi que de son comptoir. À cette époque, aucune distinction n'était faite entre le commerçant malhonnête qui avait effectivement trompé ses créanciers et celui qui était simplement victime de la malchance. Le sort de l'entreprise était ainsi lié à celui du failli, et il importait peu qu'elle fût ou non viable. Le législateur moderne a progressivement corrigé ces excès, en transformant l'ancien droit de la faillite en un véritable droit des entreprises en difficulté. Le droit des affaires de l'OHADA, dont l'objectif majeur est la sécurisation des activités économiques dans les États membres de l'organisation, s'inscrit dans ce courant moderne du traitement des difficultés des entreprises. En effet, l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, comme son nom ne l'indique pas, relègue le paiement des créanciers au troisième rang de ses objectifs, après le sauvetage de l'entreprise et la préservation des emplois. L'ouvrage du professeur Pascal Nguihe Kanté intitulé « Les techniques de sauvetage des entreprises en difficulté en droit OHADA » le démontre à suffisance. Mais, l'auteur ne se limite pas à l'analyse des mécanismes et solutions de cet acte uniforme. Il propose une étude plus englobante du traitement des difficultés des entreprises, en présentant dans la première partie de son ouvrage
les techniques extrajudiciaires de sauvetage des entreprises d'une part et d'autre part les techniques du droit OHADA qui relèvent spécifiquement du droit des procédures collectives. Le découpage n'est pas uniquement à finalité pédagogique ou didactique. Les développements qui meublent la première partie de l'ouvrage démontrent les insuffisances du traitement extrajudiciaire des difficultés de l'entreprise. Le débiteur aux abois profitant largement de l'absence d'un cadre légal adéquat pour se livrer à toutes sortes de manœuvres dilatoires, au détriment de l'entreprise et de ses créanciers. La seconde partie de l'ouvrage nous invite à une réflexion sur les fondements idéologiques de l'acte uniforme. En questionnant les objectifs du droit des procédures collectives d'apurement du passif, Pascal N'Guié-Kanté démontre ici le relatif équilibre auquel est parvenu le droit OHADA, dans son ambition de concilier le sauvetage de l'entreprise et la préservation des droits des créanciers. Des contradictions internes caractérisent également ces deux objectifs. Au sein de l'entreprise dont le sauvetage est recherché, les salariés ne bénéficient pas du même niveau de protection que l'outil de production, tandis que les créanciers postérieurs à l'ouverture des procédures collectives, ou créanciers de la masse, sont dans un confort juridique supérieur à celui des créanciers antérieurs, ou créanciers dans la masse. L'ouvrage, écrit dans un style agréable, est riche d'enseignements. Par sa présentation originale et une approche didactique, le professeur Pascal N'Guié-Kanté propose aux lecteurs, étudiants, chercheurs et professionnels divers, des bases théoriques et une connaissance pratique du droit des entreprises en difficulté à l'aune de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Son ambition était certainement de partager le produit de sa réflexion et de plusieurs années d'enseignement de la matière. Enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Chang, le professeur Pascal N'Guié-Kanté a su creuser patiemment son sillon dans le vaste champ du droit des affaires, à travers de nombreux enseignements et des publications remarquées qui lui valent une reconnaissance universitaire, ainsi que la recommandation du présent ouvrage. Chang, le 25 mars 2019. Henri-Désiré Maudy-Coco, Bébé. Agrégé des facultés françaises de droit. Professeur hors échelle. Doyen de la FSJP de l'université de Chang. Introduction générale. De nos jours, il semble qu'il se crée plus d'entreprises qu'il n'en disparaît par l'effet des procédures collectives ou en dehors d'elles. D'ailleurs, le personnel des entreprises menacées, l'opinion publique et les milieux politiques qui lui font écho, acceptent de plus en plus mal les fermetures d'entreprises, fussent-elles en difficulté. Il y a donc bien un problème des entreprises en difficulté, qui sera encore longtemps d'actualité. Tout simplement parce que, tant qu'il y aura des entreprises, il y aura des entreprises en difficulté. Inévitablement, la question de leur sauvetage ou redressement est opportune, toute défaillance d'entreprise mettant en jeu de nombreux intérêts difficilement conciliables dont notamment le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, et par conséquent la sauvegarde de l'entreprise. Littéralement, on entend par sauvetage l'action de sauver un navire en détresse, son équipage, ses passagers ou son chargement. Dans un sens figuré, le terme renvoie à l'action de tirer quelqu'un ou quelque chose d'une situation critique. Juridiquement, le vocabulaire juridique le définit comme un secours porté à un navire menacé de se perdre. Appliqué aux sociétés commerciales, ce serait le secours porté à une entreprise menacée de perte. Selon la doctrine, le sauvetage s'entend de toutes les mesures prises et de nature à conduire à la sauvegarde de l'entreprise en tant qu'unité économique, ainsi que le maintien de l'activité et des emplois qui y sont attachés. Par contre, le redressement est le rétablissement d'une situation économique saine. En général, cela suppose un ensemble de mesures de réorientation stratégique et/ou de réorganisation, et parfois de changement d'équipe dirigeante. C'est dire que le redressement est une technique de sauvetage. Il en résulte que le sauvetage nécessite obligatoirement la continuation de l'entreprise, la poursuite de son exploitation soit par le débiteur lui-même, soit par une tierce personne. À cet égard, au-delà du rapprochement avec le redressement judiciaire qu'est une procédure collective particulièrement réglementée, il est possible d'assimiler le sauvetage et le redressement. En effet, pour sauver ou pour redresser, l'entreprise doit connaître des difficultés.
Aussi le droit OHADA consacre d'importants moyens juridiques de lutte contre les difficultés des entreprises. Une grande distinction doit être faite entre eux selon qu'ils interviennent avant ou après l'ouverture d'une procédure collective, quoique certaines techniques comme la location-gérance, la cession d'actifs ou le remplacement des dirigeants sociaux montrent que l'on peut passer insensiblement d'une phase à l'autre. 4. Avant même l'introduction en droit positif des procédures collectives et indépendamment de celles-ci, de très nombreuses techniques ont été utilisées pour tenter de sauver des entreprises. Lorsque les difficultés paraissent encore surmontables, le débiteur peut avoir recours à diverses techniques du droit commun, souvent d'origine contractuelle. Ce sont notamment les reports d'échéance, l'octroi des crédits à plus ou moins long terme, des accords avec les créanciers pour obtenir des délais et des remises volontaires de leur part, ou encore une liquidation partielle, des opérations de fusion par absorption, des cessions, des scissions, etc. 5. Mais souvent ces techniques sont insuffisantes et l'intervention des pouvoirs publics devient indispensable. Sur ce point précis, les principales modalités d'intervention des pouvoirs publics, bien qu'en nette régression, s'appréhendent sous la forme des aides d'État qui prennent des formes variées. Il peut s'agir autant des subventions directes ou indirectes versées aux entreprises, que des exonérations de diverses charges fiscales et douanières. Cependant, pour éviter de fausser la concurrence, ces aides doivent être conformes à la réglementation CEMAC issue du règlement numéro 499e UEAC CM 639 du 18 août 1999 portant réglementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre les États membres. 6. Ces moyens, plus ou moins dilatoires et efficaces, ont toujours été utilisés. De même, certaines entreprises en situation désespérée sont maintenues dans un état de survie artificielle par leur société mère, par les banques, par les pouvoirs publics ou par quelques-uns de leurs dirigeants. Ces derniers engagent progressivement leur patrimoine personnel, celui de leur famille ou de la collectivité nationale tout entière, afin d'honorer quelques échéances. Il est rare cependant que cela suffise à sauver ou à redresser une situation financière gravement désespérée. Sans faire appel aux procédures collectives, de telles techniques de sauvetage sont cependant nécessaires et peuvent permettre de donner une solution durable aux difficultés rencontrées. 7. Ces techniques présentent cependant de nombreux dangers. Lorsqu'elles contiennent des mesures propres à assurer le rétablissement, elles peuvent être efficaces à terme. Mais généralement, le redressement économique et financier ne sera réalisé que grâce à l'amélioration de la productivité et des circuits commerciaux, souvent obtenus par une cession ou une liquidation de certaines unités de production, au moyen d'apports de capitaux, de techniciens et de savoir-faire ou au prix de nombreux licenciements. 8. Lorsqu'au contraire les techniques utilisées ont un caractère dilatoire ou s'avèrent insuffisantes, l'absence de publicité de certaines d'entre elles permet de ne pas porter atteinte au crédit de l'entreprise, mais favorise par contre de nombreuses fraudes. Cette situation cause ainsi un préjudice plus important au crédit en général. La seule issue sera bien souvent le recours aux procédures collectives. 9. À cet effet, au caractère marqué de voies d'exécution et de répression de ces procédures, s'est adjoint l'objectif de sauvetage de l'entreprise après apurement plus ou moins complet de son passif. La technique d'élimination pure et simple des entreprises qui ne sont plus viables, ou dont les dirigeants ont gravement manqué à la moralité commerciale est restée utile, parmi d'autres techniques, pour assurer le paiement des créanciers et sanctionner les débiteurs responsables. Mais les procédures collectives peuvent aussi conduire au sauvetage de l'entreprise. 10. Si initialement tel était déjà l'un des objectifs visés par l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, AUPCAP, de l'OHADA, il faut noter que depuis sa révision le 10 septembre 2015, le nouvel AUPCAP a également mis l'accent sur Organisation des procédures préventives de conciliation et de règlement préventif, ainsi que les procédures de traitement de redressement judiciaire et de liquidation des biens, afin de préserver les activités économiques et les niveaux d'emploi des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider les entreprises non viables. Il a également pour objectif le redressement rapide des entreprises viables et la liquidation des entreprises non viables, dans les conditions propres à maximiser la valeur des actifs des débiteurs pour augmenter les montants recouvrés par les créanciers. 11. En réalité,
aux côtés des procédures collectives traditionnelles d'apurement du passif, ouvertes après la cessation des paiements, le législateur uniforme africain a institué dans le nouvel acte uniforme 2 procédures préventives de conciliation et de règlement préventif simplifiées, à côté de la procédure de règlement préventif classique, permettant à un débiteur en difficulté d'obtenir la suspension des poursuites individuelles et de proposer un accord de conciliation ou un concordat préventif destiné à éviter la cessation des paiements et à favoriser le redressement de l'entreprise. Ces procédures sont en vérité destinées à détecter précocement les problèmes pouvant impacter, à plus ou moins long terme, l'activité des entreprises, et à mettre en place un traitement adapté et rapide. Quant aux procédures collectives ouvertes après la cessation des paiements, on a à côté des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens destinés aux grandes entreprises, une version simplifiée pour les entreprises de petite taille. Contrairement à la procédure de liquidation des biens et sa version simplifiée, qui sont destinées à la réalisation de l'actif de l'entreprise dont la situation est irrémédiablement compromise, les procédures de redressement judiciaire et de redressement judiciaire simplifié permettent au débiteur qui a cessé ses paiements d'obtenir des délais et remises, mais également de prendre toute mesure juridique, technique et financière, y compris la cession partielle de l'entreprise, susceptible de réaliser le rétablissement des conditions de fonctionnement normales de l'entreprise. 12. La conception économique des nouvelles réformes rend impérative la prise en compte de cette fonction de sauvetage. La continuité et la permanence des entreprises sont devenues l'un des impératifs de la vie économique et sociale, et doivent pouvoir être assurées par le droit des procédures collectives d'apurement du passif toutes les fois que cela paraît possible et utile. 13. En plus de leur fonction de liquidation et de sauvetage des entreprises en difficulté, les procédures collectives ont une fonction préventive. Les sanctions patrimoniales et pénales contre la personne même du débiteur montrent bien que le législateur a le souci de prévenir le caractère irrémédiable des difficultés. Les procédures de conciliation et de règlement préventif des difficultés des entreprises n'ont même été instituées que dans cet objectif. La prévention n'est pas étrangère aux procédures collectives en général. Elle en constitue au contraire l'une des fonctions principales. En dehors du cas particulier des procédures de conciliation et de règlement préventif, les autres procédures collectives de droit commun sont organisées à partir de cet objectif. Les diverses et nombreuses sanctions prévues à l'encontre des débiteurs fautifs n'ont pas seulement pour but de les éliminer de la vie commerciale et d'empêcher leur récidive, mais constituent autant d'incitations à prévenir la survenance des difficultés graves. La notion de cessation des paiements est d'ailleurs, de nos jours, conçue de manière à laisser aux dirigeants de l'entreprise toute latitude pour tenter d'éviter la réalisation de cette sorte d'état dangereux et irréversible, caractérisé par une situation permanente de crise financière. 14. Tout un ensemble de différentes techniques peut s'appliquer avec diverses adaptations, aussi bien dans le cadre des procédures judiciaires qu'en dehors d'elles. Les techniques extérieures aux procédures collectives ne sont en effet pas les seules qui permettent le sauvetage des entreprises en difficulté, et elles s'avèrent souvent peu adaptées à cette fonction. Quant aux techniques judiciaires, on pourrait craindre que les dirigeants d'entreprises en difficulté ne continuent à user d'expédients qui ont souvent pour résultat de condamner l'entreprise à la liquidation des biens. Heureusement que la possibilité a été donnée à la juridiction compétente de se saisir d'office ou de se voir immédiatement saisir par les créanciers impayés. 15. La mesure de l'importance du problème des entreprises en difficulté doit être recherchée dans l'estimation de leur nombre. Une évaluation sérieuse paraît impossible, en l'absence de critères précis. On ne peut que se contenter des critères de cessation des paiements, ou de difficultés avérées ou prévisibles, ou encore, de difficultés financières ou économiques sérieuses, retenues en droit OHADA pour l'ouverture des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation des biens et de conciliation ou de règlement préventif, puisque diverses techniques de sauvetage sont utilisées en dehors de ces hypothèses. 16. Le droit OHADA tend ainsi à admettre, contrairement à ce qui était consacré auparavant dans le cadre des conditions d'ouverture des procédures collectives, une définition extensive de l'entreprise en difficulté. Pour faciliter les choses,
la doctrine fait recours aux critères fondés sur les indices, ratios, ou à l'idée de continuation de l'exploitation. Nous approuvons cette définition extensive de l'entreprise en difficulté. À vrai dire, il ne s'agit pas uniquement des entreprises qui ont des difficultés financières qui sont souvent la conséquence d'autres, mais aussi des entreprises qui rencontrant des difficultés de tous ordres ou qui, les prévoyants, devraient prendre des mesures en conséquence, faute de quoi elles connaîtraient des difficultés par la suite. 17. Parmi d'autres obstacles à une parfaite connaissance de l'exacte situation économique et financière de l'entreprise, la diversité des situations, l'hétérogénéité des modes de gestion, et dans une certaine mesure le secret des affaires, rendent très aléatoire toute tentative d'évaluation du nombre exact des entreprises en difficulté. Il n'est guère possible de savoir si une cession de contrôle, une absorption, un report d'échéance ou une demande de prêt sont opérés pour résoudre de sérieuses difficultés, ou pour assurer un meilleur développement de l'entreprise. Pour toutes ces raisons, il est difficile de donner une idée de l'ampleur du phénomène des entreprises en difficulté. On ne pourrait dès lors se plaindre à l'excès de l'absence de statistiques précises dans notre droit positif. 18. L'étude des techniques de sauvetage des entreprises en difficulté présente aussi un intérêt du point de vue théorique. En effet, des études ont certes été déjà consacrées au droit des procédures collectives, mais point à l'ensemble des techniques de sauvetage. Cette étude sur le sauvetage des entreprises en difficulté se justifie non seulement par l'ampleur des questions soulevées par cette catégorie d'entreprises et l'importance des intérêts qui sont mis en cause à cette occasion, mais aussi par le constat de nombreuses déformations qui sont apportées à ces mécanismes juridiques. En réalité, le sauvetage, voire le redressement des entreprises en difficulté, s'opère par des moyens empiriques, le plus souvent dans un climat de crise sociale, et même dans le cadre des nouvelles procédures collectives, les applications risquent de s'éloigner quelque peu des intentions du législateur africain. Concrètement, le sauvetage, lorsqu'il est encore possible, ne relève que des seuls mécanismes financiers et économiques, et il suffit de faire application du droit du crédit des sociétés, du droit du travail, ou plus largement du droit des affaires. Les procédures collectives classiques étaient elles-mêmes essentiellement axées sur les finalités et les techniques du droit privé, et leur objectif principal consistait à assurer le paiement égalitaire des créanciers. 19. Toute l'évolution contemporaine des procédures collectives nouvelles tend au contraire à réduire les droits des créanciers, en faisant prévaloir pour des raisons d'opportunité certains intérêts jugés supérieurs aux leurs. Dès lors, la notion d'entreprise en difficulté, souple et indéterminée, se prêterait mieux que le concept de cessation des paiements, à l'adoption des solutions pragmatiques, mais ne serait plus qu'un concept économique rebelle à toute consécration juridique. On peut alors regretter ce processus de déjuridicisation du droit en la matière. Cependant, cette conception économique des procédures collectives n'a été admise dans notre droit que très récemment, en raison de l'influence de l'uniformisation des législations des affaires en Afrique, alors que dans les pays développés, on a depuis longtemps considéré la faillite comme un risque normal du commerce. 20. L'AUPCAP illustre cette soumission du droit nouveau aux impératifs d'ordre économique et social. Le bouleversement observé dans les concepts juridiques correspond à l'élaboration d'une hiérarchie nouvelle des valeurs dans notre société. Cette conception à dominance économique se donne pour but le salut des entreprises viables, indépendamment de l'appréciation portée sur les agissements entre créanciers et débiteurs, l'opposition entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. On voit apparaître un intérêt propre à l'entreprise qui est son sauvetage, et qui correspond à des intérêts généraux englobant ceux des créanciers, des fournisseurs, des sous-traitants ou de tous ceux qui lui ont fait confiance. Cet aboutissement d'une longue évolution marque sans doute la naissance ou mieux, la reconnaissance d'un droit des entreprises en difficulté. Ce constat se vérifie encore plus nettement dès lors que l'on examine les techniques de sauvetage, sans en limiter le domaine aux seules procédures collectives. 21. Les différentes techniques utilisées avant l'ouverture des procédures collectives correspondent au droit des contrats, au droit du crédit, au droit social, au droit des sociétés, au droit comptable, au droit bancaire et au droit fiscal. On pourra constater qu'à partir du moment où ces éléments du droit commun sont appliqués à une entreprise en difficulté, ils subissent de nombreux aménagements et de profondes transformations.
La nécessité pour les responsables de l'entreprise de proposer un plan de redressement conditionne le plus souvent l'octroi de facilités de paiement, de nouveaux crédits ou de certains avantages fiscaux. 22. Ce processus d'adaptation des concepts juridiques dans le cadre du régime applicable aux entreprises en difficulté a révélé l'existence d'une branche du droit particulière. Ce droit des entreprises en difficulté, profondément novateur et original, devrait naturellement résoudre les problèmes actuels et faire cesser les nombreuses contradictions que l'on constate. Mais la consécration des mesures de protection de certains intérêts au détriment de l'efficacité des procédures collectives risque d'avoir des conséquences sur les échéances de survie de l'entreprise en difficulté. Il n'en demeure pas moins utile d'étudier ces nombreuses techniques de sauvetage des entreprises en difficulté, qui, à la suite de la systématisation de la plupart d'entre elles, viennent jeter ainsi les bases d'un véritable droit des entreprises en difficulté dans les pays membres de l'OHADA. 23. Les techniques de sauvetage présentent la particularité d'avoir été pendant longtemps envisagées comme des garanties offertes aux créanciers. L'évolution nouvelle montre un abandon presque général de cet objectif au profit d'intérêts jugés supérieurs. Il convient d'approfondir et de dépasser cette analyse, et d'envisager tour à tour les fonctions et les objectifs de ces techniques. Elles ont deux fonctions différentes. La première consiste à empêcher la survenance d'une situation irrémédiablement compromise, qui ne permettrait pas d'éviter la liquidation pure et simple de l'entreprise. Cette fonction préventive a été longtemps confondue avec l'effet dissuasif des sanctions prévues par Code de commerce de 1807. La seconde fonction consiste à guérir l'entreprise du mal dont elle est atteinte. On a alors recours à divers moyens, judiciaires ou extrajudiciaires, qui ont essentiellement une fonction curative. 24. En réalité, dissocier ces deux fonctions constitue une erreur. Aucune technique ne permet le sauvetage de l'entreprise si elle n'intervient pas à temps. De même, une prévention efficace ne peut être réalisée sans que des mesures efficaces soient prises dès l'apparition de certains indices de la gravité de la situation. Ces deux fonctions sont liées structurellement, et c'est en raison de l'ignorance ou du mépris de l'une d'entre elles que tant de techniques donnent de si piètres résultats. Il ne s'agit pas là d'une vision théorique de la réalité. On peut montrer que d'ores et déjà, la plupart des nombreuses techniques utilisées pour permettre le sauvetage, voire le redressement d'une entreprise défaillante, mettent en œuvre cette dualité de fonctions. 25. Il convient, enfin, de s'interroger sur les objectifs qui sont recherchés dans le cadre de ces techniques de sauvetage. Le premier d'entre eux n'est plus seulement la satisfaction des intérêts des créanciers, mais surtout de l'entreprise elle-même, qui correspond à la somme des intérêts collectifs des associés, des dirigeants et des salariés. Si les procédures collectives cristallisent les conflits latents entre ces intérêts divergents, mettent à nu les ambiguïtés et les contradictions, les autres techniques essaient, elles aussi, de faire prévaloir cet objectif du sauvetage ou du redressement de l'entreprise. Mais il s'ajoute la satisfaction d'intérêts généraux plus étendus, qui sont ceux des créanciers et de la collectivité nationale. Par ailleurs, certains mécanismes d'aide financière publique subsistant encore, tout comme la nécessité de ne pas sacrifier totalement les créanciers, rendent nécessaire la prise en compte de ces intérêts. 26. On peut constater l'existence de cette dualité d'objectifs des techniques de sauvetage. Relevons qu'aucune d'entre elles n'est efficace ni admissible, dès lors qu'elle ne fait pas cas de l'un ou de l'autre. L'entreprise ne peut en effet surmonter son état de défaillance qu'à la condition de satisfaire à ses intérêts généraux. D'ailleurs, les aides financières et fiscales des pouvoirs publics, indispensables dans de nombreux cas, ne sont accordées ou ne devraient l'être, tout comme les sacrifices imposés aux créanciers, qu'à des entreprises dont la survie constitue un élément indispensable de l'ensemble de la politique économique et sociale. Mais notre intention n'est pas de procéder à une analyse juridique systématique des techniques de sauvetage des entreprises en difficulté. En effet, tout en gardant une optique essentiellement juridique, notre attention sera surtout axée sur la recherche du rôle essentiel de ces groupes de techniques ainsi que leur finalité. D'ores et déjà, on peut constater qu'en droit OHADA des procédures collectives, elles sont à la fois animées par une dualité de fonctions et une dualité d'objectifs. La première partie de cette étude sera ainsi consacrée à la dualité de fonctions des techniques de sauvetage des entreprises en difficulté, et la seconde à leur dualité d'objectifs.
Première partie. La dualité de fonction des techniques de sauvetage. Sauver une entreprise suppose une politique volontaire, l'effort conjugué de toutes les personnes concernées dans la recherche des solutions. POUGOUE Paul Gérard. Compte rendu du colloque de l'IDEF sur le thème du droit des entreprises en difficulté. Libreville, Gabon, 6-13 mai 1990, Synergia 1992, page 179. 27. Les dirigeants d'une entreprise qui connaît des difficultés souhaitent le plus souvent éviter le dépôt du bilan. Dès lors, les techniques judiciaires qui permettent leur sauvetage, tout comme les nombreuses procédures utilisées à cette fin par la pratique, ont pour rôle soit de prévenir la situation difficile, soit de rechercher une solution durable de redressement économique et financier. Ces techniques sont ainsi curatives ou préventives et permettent d'assurer la survie de l'entreprise en difficulté. La fonction préventive est cependant liée au rôle curatif. Aussi, une technique curative ne peut être vraiment efficace que si elle est précocement utilisée. À cet effet, pour assurer le sauvetage des entreprises en difficulté, les techniques doivent être en réalité à la fois curatives et préventives. 28. L'étude de ces techniques de sauvetage selon l'importance de la fonction qui prédomine permet de constater qu'en droit OHADA des procédures collectives, cette liaison structurelle existant entre elles se manifeste en bien des points. Par conséquent, elle conduit à infléchir certaines règles ou conditions et oblige à rechercher des mesures globales de redressement. Au regard de l'imbrication entre les fonctions préventives et les fonctions curatives, et compte tenu de la diversité des techniques consacrées par diverses branches du droit pour contribuer à la sauvegarde de l'entreprise, la fonction préventive sera essentiellement recherchée dans les mesures subordonnées à la discrétion du chef d'entreprise ou des associés. Ce faisant, elle est envisagée hors procédure collective. 29. Ainsi, il convient d'étudier, d'une part, les techniques hors procédure collective de sauvetage des entreprises en difficulté, titre I, et d'autre part, les techniques consacrées par l'AUPCAP, titre 2. Titre 1. L'efficacité limitée des techniques hors procédure collective. 30. Dès qu'apparaissent les signes annonciateurs de difficultés, le chef d'entreprise doit prendre les mesures permettant d'éviter que la situation de son unité économique ne se dégrade davantage. À ce stade, il peut facilement mettre sur pied des moyens préventifs permettant d'échapper aux rigueurs réelles ou supposées des procédures collectives. Pareils objectifs sont souvent difficilement atteints et conduisent à réserver à la justice les affaires irrémédiablement compromises. Il serait cependant inexact de jeter l'anathème sur ces moyens en réalité empiriques, qui permettent un sauvetage durable plus fréquemment qu'on ne le pense. Les praticiens admettent la fréquence de leur utilisation. Qui plus est, leur efficacité est fortement appréciée. L'attrait principal de certaines de ces techniques tient à leur caractère discret, voire au secret dont elles s'entourent. Le crédit de l'entreprise peut ainsi être conservé plus aisément en acceptant des apports de capitaux, une réduction des droits des salariés ou une absorption qu'en avouant en justice un état de cessation des paiements. 31. Il n'est guère possible d'établir une liste exhaustive de ces différentes techniques, chaque entreprise constituant un cas particulier selon son importance, sa structure financière, économique, juridique, son histoire propre, le nombre de ses salariés, la répartition de son capital, etc. L'imbrication des règles du droit de la famille, du droit des sociétés, du droit du crédit, du droit du travail ou encore du droit fiscal est telle qu'il semble vain de chercher à dresser un catalogue complet de toutes les dispositions qui, de près ou de loin, sont de nature à concourir au sauvetage d'une entreprise en difficulté. 32. En limitant l'étude entreprise aux seules techniques qui peuvent faciliter directement le sauvetage, deux groupes principaux apparaissent. Le premier met l'accent sur la recherche d'un allègement du passif à plus ou moins long terme, alors que le second réalise une transformation des structures de l'entreprise. Il est utile de les distinguer, bien qu'elles soient souvent utilisées cumulativement ou successivement, afin de démontrer comment ces techniques, essentiellement préventives, ont en réalité une fonction curative. Certaines techniques contractuelles sont ainsi déformées ou modifiées pour la satisfaction d'objectifs particuliers. La pluralité de ces moyens et la conjonction de leur utilisation provoquent des oppositions, des contradictions et des interférences fréquemment relevées.
De la sorte, on peut craindre à la fois l'inefficacité des techniques conjoncturelles, chapitre 1, et structurelles, chapitre 2. Chapitre 1. Des techniques conjoncturelles subordonnées à l'approbation des partenaires de l'entreprise. Plus petit que plus grand que 33, les mesures conjoncturelles permettant de prévenir et de résoudre les difficultés rencontrées par une entreprise se caractérisent par la recherche d'un allègement du passif. Elles reposent essentiellement sur une analyse financière, sans porter remède aux causes de cette situation. En cela, elles expriment leur rôle préventif et il est rare, en raison de leur nature dilatoire, qu'elles suffisent à redresser la situation. Pourtant, une entreprise peut avoir besoin d'aide financière pour assurer quelques échéances difficiles, en particulier en période de crise économique, et elle les obtiendra généralement si ces difficultés ont un caractère accidentel. 34 En revanche, si la continuité de son exploitation se trouve sérieusement menacée, les techniques du crédit ne lui apportent pas les moyens durables d'assainir sa situation. Ces difficultés ne sont pas par nature uniquement financières, ou du moins leur traduction comptable ne constitue qu'une conséquence de son inadaptation au marché. Dans ce cas, la recherche d'un allègement du passif accompagne une véritable modification de ses structures, de ses éléments économiques et une diminution sensible du nombre de salariés. Ces techniques conjoncturelles ne sont pas pour autant synonymes de provisoire. Un allègement de la charge du passif joint à un échelonnement des remboursements peut permettre de sauver une entreprise saine du point de vue économique, grâce à un concordat amiable conventionnel qui existe dans la pratique, ou à un accord amiable, ou encore à un concordat préventif tel qu'il résulte des articles 5 à 24 de l'AUPCAP. 35. Ces techniques sont surtout intéressantes en ce qu'elles ne se limitent pas au seul aspect financier du sauvetage et sont conditionnelles. Des délais de paiement, des remis partiels, des prêts à court ou à long terme, des compromis ou une augmentation de capital, ne sont obtenus par une entreprise que si elle présente un plan de réorganisation jugé satisfaisant par ceux qui participent à l'opération. C'est d'ailleurs ce qui justifie en grande partie l'échec des tentatives de sauvetage externe ou interne. Ainsi, ces techniques conjoncturelles ont un rôle curatif qui transparaît nécessairement derrière leur fonction première de prévention de la liquidation du patrimoine de l'entreprise. 36. Avant d'examiner les mesures propres à assurer un véritable sauvetage financier section 2, les techniques dilatoires section I seront examinées. Dans l'un et l'autre cas, les solutions obtenues sont parfois contestables. Section I, l'inorganisation des mesures dilatoires. 37. Les mesures qualifiées de dilatoires sont celles qui sont prises par le chef d'entreprise pour retarder au maximum la survenance des difficultés plus sérieuses, mais sans grande chance d'impacter véritablement sur le redressement de l'entreprise. En fait, les problèmes économiques actuels ont poussé le législateur et les pouvoirs publics à établir de manière autoritaire un ordre de priorité qui est celui de la protection de l'intérêt de l'entreprise au détriment des salariés et des créanciers. 38. Toutefois, la nature et la gravité des difficultés de l'entreprise relativisent grandement les objectifs recherchés. Par conséquent, la remise en cause des droits des salariés s'avère sans réelle portée, paragraphe 1, et le bien-fondé de la souplesse des échéances de paiement discutable, paragraphe 2. Paragraphe 1. La remise en cause contestable des droits des salariés. 39. L'urgence du sauvetage d'une entreprise en difficulté nécessite la réduction de ses charges. Aussi, les chefs d'entreprise optent rapidement pour les mesures affectant l'emploi. Les solutions dispendieuses des conséquences financières liées à la rupture brutale des contrats de travail inciteront préalablement le recours à la flexibilité, c'est-à-dire à la négociation des mesures subsidiaires au licenciement conduites sous l'impulsion et l'emprise de l'employeur. A. Cependant, l'intérêt de l'entreprise oblige généralement le recours au licenciement. B. A. Une négociation imposée. 40. Les législations du travail de bon nombre de pays membres de l'OHADA, notamment les législations camerounaises, togolaises et gabonaises du travail, dans la mesure où elles n'encouragent pas directement les licenciements, peuvent être considérées comme protectrices de l'emploi même en cas de circonstances économiques défavorables. Ainsi rencontre-t-on au Cameroun un droit du travail essentiellement flexible, c'est-à-dire souple et perçu beaucoup plus comme un droit négocié qu'imposé.
Le contrat acquiert à cet effet une nouvelle dynamique, sans pour autant faire de la législation du travail un droit égalitaire. Concrètement, la domination certaine de l'employeur durant les négociations 1. Fragilisera à coup sûr la mise en œuvre des accords obtenus 2. 1. Une domination certaine de l'employeur. 41. Les difficultés économiques de plus en plus pressantes font de la négociation imposée par le Code du travail la pièce maîtresse de l'organisation économique et sociale des entreprises. Toutefois, la flexibilité des relations contractuelles intervenant dans ces conditions s'avère en réalité plus individuelle que collective. Aussi, le risque est grand de voir naître ici plus des accords d'adhésion que des accords négociés. En effet, l'obligation de négociation ou de discussion vise principalement la protection du salarié qui se trouve généralement en position de faiblesse. Cependant, cette contrainte légale n'a pas pour effet d'obliger les parties à conclure une transaction, mais de rechercher ensemble, et de bonne foi, une solution heureuse qui, tout en évitant la perte de l'emploi, ne pénalise pas le fonctionnement de l'entreprise. 42. Pratiquement, l'intérêt de l'entreprise limite la portée de l'obligation légale de rechercher préalablement et d'accord parties les mesures alternatives au licenciement en cas de difficulté. Cet intérêt, considéré comme supérieur à celui de tous, pourra logiquement justifier que l'employeur prenne des mesures qui peuvent porter atteinte aux droits des salariés et qui vont de la modification substantielle de leur contrat de travail au licenciement. L'intérêt de l'entreprise est sa bonne marche ou en cas de difficulté, son sauvetage. Dès lors, l'employeur est en droit de ne pas céder face aux revendications susceptibles de compromettre l'efficacité économique de l'entreprise ou d'accroître une tension de trésorerie en la condamnant à ne plus soutenir la compétitivité qui est une condition de survie et de développement. 43. Ces exigences montrent la portée et les limites de l'obligation de concertation prévue par le Code du travail de 1992. En effet, il est difficile de contrôler efficacement ce concept d'intérêt de l'entreprise et de fixer ses critères. Il s'agit d'une notion contingente, appréciée par référence à la situation de l'entreprise en cause à un moment et à l'état actuel des données techniques et économiques. La recherche négociée des solutions alternatives au licenciement cède ainsi la place à l'intérêt de l'entreprise, qui ne correspond pas forcément à celui des salariés. Ce qui n'est pourtant pas une garantie de l'application de la solution obtenue. 2. L'application incertaine des accords négociés. 44. Le sauvetage de l'entreprise en difficulté justifie le recours à la modification substantielle du contrat de travail ou au licenciement. Si la mise en application du licenciement pose en pratique peu de problèmes, tel n'est pas le cas avec la modification substantielle du contrat de travail opérée à l'initiative de l'employeur. Ici, la loi exige la négociation suivie de l'acceptation donnée librement par l'employé. Aussi, on peut déjà entrevoir que les difficultés liées au régime juridique de la modification substantielle surgiront certainement à l'occasion de sa mise en œuvre, surtout si les salariés résistent aux propositions avancées. Dès lors, l'employeur aura seulement l'option entre continuer les contrats de travail aux conditions antérieures initialement convenues ou licencier en payant les droits. Cette dernière mesure est d'ailleurs assez utilisée par les entreprises en difficulté. B. Des licenciements inévitables. 45. Il n'est guère possible de parler d'entreprise en difficulté sans voir surgir le spectre du licenciement collectif, source d'angoisse pour le personnel, mais également souci majeur des chefs d'entreprise et de l'État. Il nous convient de relever que l'entreprise doit avoir des effectifs acceptables permettant à la fois sa survie et la possibilité de payer à temps et normalement le salaire des travailleurs. Aussi, les législations du travail des pays membres de l'OHADA ont-elles institué une procédure particulière de licenciement pour motif économique. Cette particularité se caractérise non seulement par la lourdeur et la complexité de la procédure, 1, mais surtout par l'accroissement prévisible du contentieux, 2. 1. La lourdeur de la procédure de licenciement. 46. L'article 40, alinéa 6, du Code du travail camerounais par exemple, prévoit une procédure spéciale de licenciement pour motifs économiques en cas d'échec de la négociation préalable, ou des départs obligatoires nécessités par la situation de l'entreprise. Plusieurs interrogations entourent la mise en œuvre de cette procédure.
Comment choisit-on les personnes à licencier? Comment se déroule la procédure? 47. Sur la première question, il faut rechercher des éléments de réponse dans le texte du Code du travail même. En effet, l'article 40, alinéa 6A, du Code du travail camerounais prescrit aux chefs d'entreprise qui souhaitent compresser pour des motifs économiques, d'établir la liste des personnes concernées selon le critère prioritaire de l'aptitude professionnelle. Dans la pratique, de nombreuses autres considérations, hautement subjectives, entrent en ligne de compte. Vraisemblablement, elles seront à l'origine des contestations, notées çà et là chaque fois qu'une entreprise publie la liste des victimes de la crise. Les raisons de ces critiques sont fondées certainement sur l'absence d'un véritable contrôle a priori de la liste des personnes à compresser. Un tel vide juridique ouvre incontestablement la porte à d'éventuels abus et lenteurs. Aussi serait-il souhaitable de confier à l'inspecteur du travail du ressort la mission de contrôle a priori de la liste des personnes à compresser. 48. Sur la deuxième question, le déroulement de la procédure de licenciement pour motifs économiques connaît 2 phases importantes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.